Que tu sois un entrepreneur, un artiste ou un sportif, si tu veux percer dans ton domaine, tu n'as pas le choix de sortir du lot, de te faire remarquer. C'est ce qu'on appelle avoir une valeur ajoutée, un avantage concurrentiel, un plus-value, une différenciation. En affaires, si les clients sont incapables de voir ce que tu as de plus que les autres, tu vas disparaître. Disons que tu te rends dans un magasin pour aller acheter de la dentifrice. Tu prends Colgate. Ce n'est pas parce que Colgate est la meilleure dentifrice du marché que tu l'as acheté. C'est parce qu'ils ont été capables de bâtir une image assez forte afin que tu puisses les remarquer. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Lorsque tu développes un concept, un produit, un service, tu dois être apte à mettre sur le terrain un produit que la clientèle veut avoir, que la compétition n'offre pas, et c'est de cette manière que tu pourrais avoir l'avantage. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 25 stratégies qui te permettront de te différencier de ta compétition. On commence immédiatement. Maxime Victor. Il s'appelle Maxime Victor. Il est ambitieux et charismatique, déterminé et stratégique, ayant le goût du risque et le cœur à l'action. Maxime Victor possède plus d'une corde à son arc. Si tu veux te différencier, la première stratégie que je te recommande, c'est la stratégie de prix. C'est très simple. Tu dois être dans les deux extrêmes. Soit tu es le moins cher, soit tu es le plus cher. Si tu es le moins cher, tu dois négocier avec tes fournisseurs afin qu'ils puissent te donner un bon prix de revient, un bon cost price. Parce que tu fais de l'argent avec la masse. Hein. Cela me fait penser à un magasin ici au Québec au nom de Dollarama, où presque tout leur prix tourne autour d'1 $. Donc, ils font vraiment de l'argent avec la quantité. Et l'autre extrême, tu peux décider, toi, d'être un produit luxueux, tel que Rolls-Royce, où ils vendent leur voiture à 500 000 $, ou des chambres d'hôtel. Hein. Il y a des hôtels où la nuit coûte 100 000 $. En effet, il y a une clientèle pour ça, d'ailleurs. Il y a aussi les marques de vêtements luxueuses. On peut penser à Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est assez... Louis Vuitton est quand même extrémiste. Lorsqu'ils ont un surplus de stock, un surplus d'inventaire, ils préfèrent brûler le stock plutôt que de le donner en escompte. Justement, ils ne veulent pas ternir leur image en tant que produit luxueux. C'est pourquoi ils font cela. Toutefois, depuis janvier 2022, avec cette nouvelle loi qui a passé, la loi d'anti-gaspillage, Louis Vuitton ne peut plus brûler leur inventaire. Le point que je vais apporter, si toi, tu décides d'opter pour une stratégie de prix afin de te différencier, va dans les deux extrêmes, parce que sinon, tu vas te retrouver en plein milieu. Dans l'océan rouge, dans la moyenne, les clients ne vont pas venir te voir pour ton expertise, non, ils vont venir te voir pour tes prix, et ça, c'est très dangereux pour toi. Alors là, il faut que tu optes pour une stratégie d'augmentation de tes tarifs. Pour ça, bien sûr, tu devras augmenter la valeur de tes produits et services. Sinon, je te dirais même de créer une autre gamme de produits pour viser la masse. Je l'ai vu avec une salle de sport ici, à Montréal, qui fonctionnait très bien, qui visait une clientèle quand même assez luxueuse. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne pourrait pas viser cette masse de clients qui représente quand même une bonne valeur, hein, qui pourrait faire augmenter notre chiffre d'affaires. C'est de cette manière que Énergie Cardio a développé une autre salle de sport bas de gamme, au nom de Econo Fitness, ça coûte 10 $ par mois pour aller t'entraîner là-bas. Et c'est de cette manière qu'ils se sont démarqués. Donc toi aussi, si tu veux te différencier, si tu veux développer ta valeur ajoutée, le prix peut être une très bonne stratégie pour ton entreprise. Stratégie numéro 2, lorsque tu veux te différencier, cela peut être au niveau de la clientèle que tu vises. Les clients, c'est très vaste. Tu peux aller au niveau des revenus. Comme tu sais, il y a différentes classes. Il y a la classe pauvre, la classe riche, la classe moyenne. Toi, tu décides d'offrir tes produits à la classe riche. Tu es un courtier immobilier, tu veux uniquement vendre des maisons luxueuses aux riches. J'espère que tu as le réseau de contacts. C'est pas du jour au lendemain, tu te lances dans ce milieu et tu dis aux riches, venez me voir. Hein, il faut quand même qu'ils te connaissent, il faut qu'on te réfère. Tu peux aussi, toi, décider de viser des clients qui ont moins de revenus, la masse. Cela me fait penser lorsque je m'en vais à Abidjan. J'aime beaucoup, il y a un plat, il y a une nourriture que j'aime. Ça s'appelle le garba. Hein. De toute façon, pour ceux qui sont là-bas, ils connaissent très bien. C'est du poisson thon avec de la tchéquille, tu manges ça, c'est magnifique. Hein, tu peux acheter un plat de garba à 1000 francs. Donc, à 2 $. Et aussi, en parallèle, il y en a un qui a développé, toujours à Abidjan, le même plat, la même nourriture, mais une clientèle qui a plus d'argent. Il a mis cela dans un beau cadre, dans un bel établissement, confortable, une belle hygiène, et tu peux payer 10 fois le prix que tu achètes cela à l'extérieur, jusqu'à 10 000 francs. Donc, imagine-toi, le même produit, deux clientèles différentes. Et lorsqu'on parle justement de la clientèle, tu peux aussi viser, toi, au niveau de l'âge. Parce que il y a différentes générations qui vivent ensemble. Bon, il y a la génération X, Y, Z. Bon, tu les connais. Imagine-toi, deux
entreprises qui ont le même produit, disons les jeux de société. Ici à Montréal, il y a un concept de bar ludique. Hein. Ce sont des bars, des établissements où les gens vont prendre un verre, manger, et en même temps, ils jouent à des jeux de société. Il y a beaucoup d'animations et c'est bien. La moyenne d'âge, c'est 20, 30, 40 ans. Et une autre entreprise, eux, ils ont décidé non pas de viser cette clientèle, mais de viser les personnes âgées. Parce que oui, les personnes âgées, ils aiment jouer à ces jeux dans leur centre de personnes âgées, et puis ça fonctionne très bien. Alors c'est à toi de voir, est-ce que tu vises une clientèle au niveau de leur revenu, au niveau de l'âge, au niveau aussi du type. Parce qu'il y a également les types de clients qui existent. Souvent on entend parler du B2C, du B2B. Je m'explique. Disons que tu as conçu la meilleure sauce piquante qui existe sur la planète. Tes amis, tes proches, ta famille te disent « Tu devrais vendre cette sauce ». Alors là, toi, tu décides de vendre cette sauce à tes proches, à tes collègues de travail, à tes amis. Quand tu fais cela, tu es en train de faire du B2B. Tu es une entreprise qui vend cela à des clients. Tu peux aussi décider d'opter pour une approche de B2B. Tu es une entreprise qui vend cette sauce à une autre entreprise, à un restaurant. Tu approches les restaurants, tu leur dis, regardez, ça c'est la meilleure sauce piquante que vous pourrez mettre dans votre recette, dans vos recettes. Ou sinon, vous pourrez même laisser cette sauce sur les tables pour que les clients puissent l'utiliser. Et ça, justement, c'est une approche de B2B qui fonctionne très bien. Et même dans ce B2B, il y a d'autres branches telles que vendre cette sauce à des revendeurs. Tu approches les supermarchés, tu leur dis, je vais vous faire un bon prix de revient, un bon cost price. Je vais diminuer le prix afin que vous puissiez maintenant mettre votre marge de profit là-dessus. Lorsque tu décides de vendre tes produits et services, analyse un peu ce que la compétition fait et fais différemment en choisissant une clientèle différente. C'est la stratégie numéro 2 que je te partage. Troisième stratégie, lorsque tu veux développer ton avantage concurrentiel, c'est le territoire que tu vises. De manière naturelle, la majorité des entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent en affaires, ils vont ouvrir leur entreprise dans leur ville. C'est bien parce ils maîtrisent cela, ils ont des points de repère, mais souvent, dans ta région, il y a également beaucoup de compétition, dépendamment bien sûr du produit et service que tu offres. C'est pourquoi tu dois te démarquer très rapidement, sinon tu feras partie des statistiques disant que 90% des entrepreneurs qui se lancent échouent en moins de 5 ans. C'est pourquoi je te recommande fortement de viser, au lieu de viser un marché connu, de viser un marché qui est vierge. C'est risqué, mais il y a plus d'opportunités. C'est là que l'argent se trouve. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la colonisation de Mars, parce qu'il y a des gouvernements et même des entreprises privées qui se battent pour aller sur Mars. Il y a Elon Musk qui en fait partie. Son objectif, c'est d'emmener 1 million de personnes sur Mars. Les gens pensent qu'il est fou, quoi. Mais le jour qu'il va réussir, c'est lui qui aura l'avantage. Je te dis pas d'aller sur une autre planète pour développer ton entreprise, mais tu peux avoir le courage d'aller dans un autre pays, une autre région, dans une autre ville pour mettre en place son entreprise et avoir l'avance sur les autres. Cela me fait penser à cette entreprise de chaussures qui voulait ouvrir dans un pays X. Le patron, il envoie un de ses vendeurs, il lui dit « Regarde, j'aimerais que tu puisses aller faire une étude de marché et me dire que si ça vaut la peine ou pas. » Le vendeur revient quelques temps plus tard, il lui dit « Regarde, là-bas, il fait extrêmement chaud, tout le monde porte des sandales, je crois que ça vaut pas la peine parce que les gens ne portent pas de chaussures. » Le patron, il doute un peu, il se dit « Bon, je vais envoyer un deuxième vendeur. » Le deuxième vendeur, il fait sa constatation, il revient avec les mêmes résultats. Il lui dit « En effet, il fait extrêmement chaud, les gens portent des sandales, toutefois, je crois que ça vaut la peine d'ouvrir un magasin de boutique de chaussures. On pourrait faire notre argent là-bas. » C'est exactement de cette manière que tu dois agir. Deux personnes peuvent voir le même territoire, mais toi, tu vois l'opportunité. Toi, tu sais comment développer ton entreprise afin de prospérer. Alors, lorsque tu veux développer ton avantage concurrentiel, une valeur ajoutée qui est forte, le territoire peut être un atout. Stratégie numéro 4. Tu veux développer une valeur ajoutée, un avantage concurrentiel, un plus-value, une différenciation? Développe un produit, un service qui est simple à comprendre, mais difficile à dupliquer, difficile à copier. Cela me fait penser au modèle de l'économie collaborative. Ces plateformes où les clients échangent leurs biens et ces entreprises touchent une commission à chaque fois qu'une transaction est faite sur leur plateforme. Concrètement, c'est ce que Airbnb fait. C'est ce que Uber fait. Les maisons n'appartiennent pas à Airbnb. Les voitures n'appartiennent pas à Uber, mais ils touchent une transaction à chaque fois que ces clients transigent sur leur plateforme. C'est très simple à comprendre, mais c'est très dur à dupliquer. Une autre manière de faire aussi, c'est carrément de t'inspirer d'un concept qui existe ailleurs et de l'implanter dans ta région. C'est simple. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire.
Dans ma vidéo précédente, je te parlais des restaurants où les clients se font insulter par les serveuses. Si tu ne l'as pas vu, va voir sur YouTube un peu ce concept de restaurant. Cela pourrait aussi fonctionner dans ta région. C'est de même pour, lorsque je vais à Paris, j'aime bien manger les kebabs, les sandwichs grecs. Oh, c'est tellement bon. Hein, je sais que c'est du fast-food, mais bon, j'aime aller là-bas. Puis quand je suis à Paris, je mange ça. Il y a des Français qui ont compris ce concept. Ils ont amené ça à Montréal et ça fonctionne très bien. Il y a le concept des bars clandestins. Lors de la prohibition aux États-Unis, quand l'alcool était illégal, il y avait des bars cachés. Donc, les gens de bouche-oreille, ils savaient à quel endroit aller s'ils voulaient aller prendre un verre. Et ce concept, ça s'est installé dans plusieurs villes. Ici en Amérique, on appelle ça des speak-easy. Ce sont des bars clandestins qui sont quand même légaux, mais c'est seulement de bouche-oreille que tu peux savoir à quel endroit qu'ils se situent. La première fois que j'ai été exposé à ce genre de concept, à ce genre de bar, j'ai un ami qui m'avait invité, il m'a dit, regarde, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer, est-ce que tu peux venir à telle adresse? Je me rends à l'adresse, et là, je rentre dans un salon de coiffure. Je me dis, bon, il s'est trompé d'adresse, je le contacte, je lui dis, bon, c'est pas la bonne adresse, tu es où? Il me dit, non, je suis là. Non, t'es pas là. Je vois des clients, je vois un coiffeur qui est avec ses clients. Il me dit, regarde, il y a un miroir devant toi, pousse le miroir. Je pousse le miroir et il y avait un bar juste à l'arrière du miroir. C'était incroyable. Une autre fois, je me rends encore dans un autre bar Speak Easy, un bar clandestin. Et j'arrive, il y a un mur en pierre. Je me dis, attends, mais il n'y a pas de porte ici. Je cherche de gauche à droite. Et je vois, il y a une pierre qui est un peu croche. Je pousse la pierre. Comme dans les films, il y a une porte qui s'ouvre. C'était impressionnant. Ou sinon, cet autre bar clandestin, c'est Speak Easy. Là, maintenant, je connaissais un peu le concept, qu'il fallait sans arrêt chercher la porte. Hein. Je rentre dans cette boutique de crème glacée, où ils vendent des glaces, etc. Et je me dis, OK, la porte doit être où? Je cherche, c'est souvent à l'extérieur, dans la ruelle. Je ne trouve pas la porte jusqu'à réaliser que la porte de ce fameux bar clandestin était la porte du frigo. T'ouvres la porte du frigo et à l'arrière, il y a un bar avec plus d'une centaine de personnes. C'est incroyable, ce genre de concept. Si ça n'existe pas dans ta région, cela pourrait t'inspirer. Tu prends quelque chose qui existe ailleurs et tu l'amènes dans ta région et là, tu viens de développer ta valeur ajoutée. Aussi simple que ça. Stratégie numéro 5, l'innovation. Lorsqu'on pense innovation, on va souvent le relier à Silicon Valley. C'est le lieu aux États-Unis où plusieurs entreprises à succès ont pris. On pense à Amazon, Google, Netflix. Bon, il y en a tellement, c'est incroyable. Donc, c'est quoi l'innovation? C'est d'utiliser la technologie en ta faveur. D'utiliser la technologie pour développer les produits, tes services, tes concepts, etc. Cela me fait penser à Apple, lorsqu'ils ont voulu se démarquer par rapport à leur téléphone. Au début, c'était très dur, hein, surtout le premier iPhone, l'iPhone 2, mais l'iPhone 3. C'est là qu'ils ont décidé d'innover de manière forte. Ils ont ajouté une caméra de 3 mégapixels et c'est ce qui leur a permis d'avoir une avance sur les autres. En 2011, ici à Montréal, ce concept me vient en tête, il y avait un restaurant, un fast-food. Ils ont changé leur table et ils ont remplacé cela par des écrans tactiles. Lorsque tu voulais commander, hein, tu étais assis, puis là, tu pouvais taper sur l'écran, sélectionner ce que tu voulais dans ton hamburger. Une fois que tu avais terminé, tu cliquais sur commander. Quelques minutes après, on venait t'apporter ton hamburger. C'était révolutionnaire à l'époque et c'est ce qui leur a permis d'avoir une avance sur les autres. Maintenant, je te dis pas que tu dois absolument avoir des technologies qui sortent de l'ordinaire et investir des milliers puis des milliers de dollars. Tu peux utiliser des services, des concepts qui existent déjà et les combiner à ce que tu as et cela peut te permettre d'avoir une valeur ajoutée. Imagine une entreprise de livraison de produits qui utilise les drones pour livrer leurs produits. Ils ont innové. Imagine l'entreprise qui fait la location de voitures. Au lieu que les clients se déplacent au concessionnaire pour aller chercher la voiture, ils vont te dire, restez à la maison, on vous livre la voiture et lorsque vous avez terminé, on vient la chercher à l'endroit que la voiture se retrouve. C'est ça, innover. Imagine, la personne qui est en train de faire du shopping en ligne sur un site e-commerce. Tu as plusieurs produits dans ton panier et là, tu sais pas trop ce que tu vas acheter. Et juste à côté, on te dit, en payant un surplus, il y a un styliste qui peut venir vous voir à la maison avec ce que vous avez dans votre panier et vous faire essayer les vêtements et vous prenez ce que vous voulez. C'est ça, innover. Toi aussi, tu peux innover simplement en apportant un petit plus à ton offre de service et à tes produits. Stratégie numéro 6. Lorsque tu vends les mêmes produits qu'un autre compétiteur, ce qui va te permettre de te différencier,
C'est toi. Toi, l'entrepreneur derrière l'entreprise. C'est toi qu'on va acheter. C'est ce qu'on appelle aussi le soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est ta capacité à nouer des liens, à nouer des relations, à collaborer, être flexible, à communiquer. Il y a aussi le hard skills. Le hard skills, c'est tes compétences techniques. Ton objectif, c'est d'avoir le soft et le hard skills combinés ensemble. Tu veux être un entrepreneur complet parce qu'on aime les gens qui maîtrisent leur milieu. Non seulement ça va te donner à toi en tant qu'entrepreneur de la confiance lorsque tu vas te présenter devant des clients, mais aussi ça apporte de la confiance à la clientèle de faire affaire avec des experts. C'est pourquoi tu dois avoir pour objectif de développer ta personnalité d'entrepreneur. Même un sportif ou même quelqu'un qui veut développer ses compétences en art oratoire. Comment faire cela? Tout d'abord, lorsque tu viens de commencer, parce qu'on s'entend que tout expert était un jour novice, hein. Donc, lorsque tu veux devenir expert, tu prends un modèle et tu fais exactement ce que cette personne fait jusqu'au jour que tu arrives à son niveau. Tu es un sportif, tu veux développer tes compétences en oratoire, tu veux devenir un bon entrepreneur. Une fois que tu arrives au même niveau que le modèle que tu as pris, là, tu t'éloignes des chemins tout tracés et c'est à ce moment que tu vas développer ta personnalité d'entrepreneur. Donc, lorsque les clients vont se présenter devant deux entreprises qui offrent les mêmes produits, les mêmes services, tu sais exactement ce qui fera la différence. C'est toi, c'est ta personnalité en tant qu'entrepreneur. Stratégie numéro 7, ton expérience. Si ça fait 10, 15, 20 ans que tu es sur le terrain, à un certain moment, tu n'as pas le choix de réussir. Les gens vont te dire, mais après tout ce temps, ça doit fonctionner tes affaires. Ce n'est pas pour rien que plusieurs entreprises vont arborer les slogans tels que « Nous sommes présents sur le marché depuis 1990, cela fait plus de 50 ans que nous sommes là. » Ça fonctionne parce que c'est vrai. Pendant un certain moment, les gens peuvent t'ignorer, ils peuvent t'insulter, tu peux être un sujet de moquerie, ça a été mon cas. Lorsque j'ai débuté, les gens ne croyaient pas en moi, en mes capacités, mais après 5 ans, ils se sont dit « Mais Maxime, après 5 ans, être en affaires à temps plein, cela doit fonctionner. » Et c'est là que j'ai commencé à donner des conseils, à coacher. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais ça. Reste accroché. La majorité des compétiteurs que tu vois autour de toi, d'ici 5 ans, ils ne seront plus là. Ton seul travail, c'est de rester accroché, de continuer à grandir parce que oui, le marché évolue. Le fait que ça fait 10 ans que tu es sur le terrain, cela n'est pas un gage de réussite. Tout évolue, tout avance. C'est pourquoi aussi tu dois évoluer. Tu dois grandir, tu dois te développer, tu dois développer tes compétences entrepreneuriales, tu dois développer tes compétences techniques au niveau de ton domaine d'activité. Et c'est de cette manière que tu développes aussi ton expérience sur le terrain. Et c'est ça qui va t'apporter un avantage concurrentiel comparativement à ce que les autres font. Stratégie numéro 8, la nouveauté. Cela me rappelle l'histoire de deux commerçants qui offraient à peu près les mêmes produits. Ils étaient situés un à côté de l'autre. Un bon matin, le commerçant numéro 1 décide de mettre une pancarte devant sa porte. Et c'était écrit « Nous sommes les plus anciens du marché, venez nous voir ». Le commerçant numéro 2, il voit ça, il fait « Ok, pas de souci ». Et lui aussi, il fait la même chose, il met une pancarte devant son commerce et il écrit « Nous sommes la nouveauté du marché, venez nous voir ». Les deux ont leur positionnement, les deux fonctionnent. Mais on va pas se le cacher que la nouveauté attire plus de personnes. Pourquoi? Parce que les clients sont assoiffés de nouveautés. À court terme, la nouveauté peut t'aider à soutirer de la clientèle, de la compétition. Par contre, si tu veux garder ces clients, tu as besoin de stratégie. Ah oui, la nouveauté est une stratégie. Plusieurs entreprises dans notre société utilisent cette stratégie pour se faire connaître. On peut penser à l'industrie des téléphones cellulaires où qui sortent de nouveaux modèles à tous les ans. On peut penser à l'industrie de la musique, les artistes qui performent, les artistes qui percent, ce sont ceux qui sont capables de sortir de nouveaux sons régulièrement. C'est de même aussi dans les supermarchés. Toutes les semaines, ils ont les spéciaux de la semaine. Alors toi, la stratégie que tu devras mettre en place, c'est de développer un calendrier de nouveautés avec une fréquence. Hein, tu peux pas simplement te dire, bon, j'ai un calendrier de nouveautés et quand j'ai envie, je sors un nouveau produit. Non. Est-ce que c'est à tous les mois, à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, tu respectes cela parce que sinon, le jour que tu arrêtes, tu risques de faire faillite. Imagine, hein, le supermarché qui décide du jour au lendemain de se dire, bon, moi, j'ai plus envie d'offrir des nouveautés de la semaine. Ils vont disparaître. C'est pourquoi, lorsque tu veux adopter cette stratégie de nouveauté, respecte ton calendrier et c'est de cette manière que tu pourras avoir une valeur ajoutée et dominer éventuellement ton marché. Stratégie numéro 9, ton expertise. Il y a une différence entre expertise et expérience.
Ton expertise, c'est lorsque tu es spécialisé dans un domaine spécifique. Et ton expérience, cela sous-entend que ça fait longtemps que tu fais ça. Ton objectif, bien sûr, c'est d'avoir une combinaison des deux. Tu es expert et tu as beaucoup d'années d'expérience. Alors, parlons de ton expertise. Disons que tu es spécialisé dans la conception de jeux d'apprentissage en réalité virtuelle dans ta ville. Tu es la seule entreprise. Tu as une valeur ajoutée. Tu as un avantage concurrentiel. Tu as une avance sur les autres. Par contre, personne ne te connaît. C'est pourquoi, lorsque tu as une expertise, ton travail, c'est de te promouvoir, c'est de te mettre à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le marketing. Alors, la question à te poser, en tant qu'entrepreneur, as-tu une expertise que d'autres n'ont pas et que tu pourrais mettre de l'avant? Il se peut que tu es un coach sportif, hein, tes clients te disent souvent, oui, j'aime bien comment tu m'entraînes, c'est différent de ce qu'on voit sur YouTube, c'est différent de ce qu'on voit avec les autres coachs. Ton travail, c'est de mettre ce programme que tu as conçu avec tes clients personnels, tu le mets de l'avant. Il faut même mettre un nom sur ce programme et ensuite le promouvoir. Cela me fait penser à Beto. Hein, Beto, lorsque il entraînait, il faisait des cours de groupe. Et un jour, il a décidé de mettre de la musique. Et là, ils ont commencé à faire des pas de danse pendant qu'il s'entraînait. Les gens ont tellement aimé ça. Ils lui ont dit, tu devrais promouvoir ce style d'exercice. Et c'est comme ça que la Zumba a pris vie. Aujourd'hui, la Zumba est partout dans le monde. Tu as une expertise. C'est quoi? Découvre ton expertise. Cherche ton expertise. Une fois que tu l'as trouvée, mets cela de l'avant. C'est ça qui va te permettre d'avoir de l'avance sur ta compétition. Stratégie numéro 10, la langue. Viser une langue en particulier peut t'aider à avoir un avantage concurrentiel. Pendant longtemps, on me posait la question, on me disait, Maxime, pourquoi tu vises uniquement les francophones? Et j'ai toujours dit que c'est un marché qui est vierge, inexploité. Il y a plus de 220 millions de francophones dans le monde. Pourquoi j'irais dans un marché qui est saturé et essayer de me battre pour faire ma place? Parce qu'ici au Canada, c'est le réflexe, hein. Lorsque tu démarres tes activités, on te dit, bon, ensuite, il faudrait que tu ailles aux US, il faudrait que tu ailles aux États-Unis. Les États-Unis sont en effet un marché dynamique, quand même assez grand, mais c'est un marché qui est saturé à mes yeux. Je vais aller dans un marché vierge, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'océan bleu. Et c'est ce que tu dois faire aussi. Si tu veux avoir une valeur ajoutée, la langue peut être un très bon atout. Cela me rappelle un restaurant que j'aimais manger, qui jouait toujours le même style de musique, hein, du reggaeton. Moi, j'écoutais pas de reggaeton. Donc, à tous les fois que j'y allais, il y avait toujours du reggaeton, du reggaeton. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent ça? Jusqu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser, je suis allé sur YouTube, regarder quelques vidéos. Là, j'ai vu, il y avait des grands artistes tels que des Daddy Yankee, des Bad Bunny, des Ozuna. Et quand je regardais le nombre de vues qu'ils avaient, c'était incroyable. Chacun, individuellement, dans plusieurs de leurs vidéos, ils dépassaient les milliards de vues. C'est là que j'étais époustouflé du fait qu'il y a des personnes sur YouTube qui peuvent générer des milliards de vues et sur plusieurs de leurs vidéos. Lorsque tu ne connais pas un territoire, un marché en particulier, parce qu'ils parlent une langue, tu te dis, bon, hein, il existe peut-être uniquement toi, mais non. Eux, ils ont décidé de viser le marché latino et un peu plus. Ils réussissent très bien. Parce que nous, hein, on voit uniquement ce qu'on voit. Si on passe à Burna Boy, je crois que je regardais la vidéo, ce qu'il a le plus de vues, atteint environ 300 millions de vues alors que eux sont dans les milliards. La langue peut être un atout. Si toi, tu es dans un territoire qui parle un dialecte, qui parle une langue en particulier, tu peux viser cela et avoir un avantage sur les autres. Une autre façon de développer ton plus-value, ta différenciation, c'est la communauté que tu vises. Il y a différentes communautés qui existent et c'est ma stratégie numéro 11. Parlons un peu de la communauté religieuse. Il y a un entrepreneur que je connais qui a développé ses activités au sein de la communauté musulmane. Il offre des services funéraires. Il est le seul dans la région afin de respecter les rites. Et c'est ça qui l'a permis d'avoir un avantage sur les autres. C'est le même aussi, bon, c'est pas un bon exemple, mais je prends l'exemple de Madoff. Madoff avec sa fameuse pyramide de Ponzi, la majorité des gens qui l'a floué, malheureusement, venaient de sa communauté. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que les gens de sa communauté lui faisaient confiance. Alors, c'est comme ça qu'il a été capable de soutirer leur argent. S'il avait des bonnes intentions, il aurait pu bâtir un empire financier qui allait perdurer pendant des décennies. Mais bon, hein, chacun a sa façon de voir les affaires. Il y a également les communautés étudiantes qui existent. Toi-même, tu les connais. Mes premières années en affaires, c'est grâce aux étudiants que j'ai pu générer de l'argent. C'est quand j'étais au collège, je vendais mes casquettes. Hein, c'est eux qui achetaient. On le dit souvent,
L'objectif d'aller dans une grande université, oui, c'est vrai, c'est pour étudier, c'est pour la connaissance. L'objectif principal en tant qu'entrepreneur, c'est pour ton réseau de contacts. C'est pour ton agenda, c'est pour développer ton carnet d'adresses. Le jour que tu parles tes activités entrepreneuriales, tu sais exactement qui est appelé. Il existe aussi les communautés d'affaires dans ta région. Il y a plusieurs associations d'affaires, des chambres de commerce, des activités réseautage. Implique-toi dans ces activités, implique-toi dans ces communautés. Le jour que tu veux présenter ton offre, tes produits, tes services, tu as déjà noué des liens. Tu auras un avantage sur les autres compétiteurs qui n'ont pas un pied à l'intérieur de ces communautés. Donc, pourquoi viser la même clientèle que les autres? Tu es dans une communauté présentement au moment qu'on se parle. Si ce n'est pas le cas, va dans une communauté, implique-toi, prends ton temps, redonne à cette communauté et tu verras à quel point cela sera bénéfique pour toi et pour ton entreprise. Stratégie numéro 12, ta profession. En effet, ta profession peut être un atout. Voici une petite histoire pour te le faire comprendre. C'est l'histoire de cet arbitre de basket de haut niveau qui a pris la décision un jour de développer son propre sifflet. Auparavant, il y avait des sifflets avec bille. Quand les arbitres voulaient siffler une faute, souvent la bille restait coincée. Donc, ce monsieur était tellement fatigué d'utiliser ces sifflets, il s'est dit, pourquoi ne pas concevoir mon propre sifflet? Il a donc investi plus de 250 000 $ à concevoir le sifflet au nom de Fox 40, Fox 40. Le jour que c'était prêt, il a démarché plusieurs magasins de sport pour leur vendre son produit. À l'unanimité, ils ont tous refusé. Ils lui ont dit, bon, on fait déjà affaire avec un autre fournisseur, bon, ça ne nous intéresse pas. Il était tellement découragé, il avait mis tout ce qu'il avait, il y croyait tellement. Un jour, il était allongé dans une chambre d'hôtel, il y a un tournoi qu'il devait arbitrer. C'est un arbitre quand même de haut niveau, hein. Il y a un tournoi qu'il devait arbitrer aux Olympiques. Il était couché sur son lit, et puis il se disait, mais il faut que je trouve une stratégie pour liquider cela. C'est des produits qui restent dans mon garage. Là, il s'est dit, mais pourquoi ne pas présenter ces sifflets aux arbitres? Et ça a tombé que cette nuit, parce que c'était durant la nuit, pendant qu'il réfléchissait à toutes ces affaires, l'hôtel dans lequel il se retrouvait, sur le même étage, tous les arbitres étaient là. Là, il s'est dit, pourquoi ne pas oser un geste audacieux? Il est sorti de sa chambre. Il a pris un de ses sifflets. Il a sifflé tellement fort à l'intérieur pendant que les autres arbitres dormaient. Deux choses allaient se passer, en tout cas. C'est quand même audacieux. Soit que ces arbitres sortent de leur chambre et ils arrachent la tête, soit qu'ils réalisent le produit qu'ils viennent de créer. Donc, lorsque ces arbitres sont sortis, ils lui ont tous dit à l'unanimité, c'est quoi ce magnifique son? Depuis, le Fox 40, ce fameux sifflet, est rendu le sifflet officiel de la NBA. Cet arbitre s'est enrichi grâce à sa profession. C'est de cette manière aussi tu dois agir. Tu es dans une profession, pourquoi aller chercher ailleurs des clients? Tu peux regarder autour de toi. C'est exactement ce que Henry Ford a fait. Pendant longtemps, les employés devaient travailler 6 jours, 48 heures semaine. Henry Ford a trouvé que c'était trop. Lorsque les gens travaillent beaucoup, ils ne dépensent pas, ils n'ont pas une belle qualité de vie. Il a réduit cela à 5 jours, 40 heures semaine. Bon, le fameux 40 heures, hein. Henry Ford a beaucoup contribué à cela. Il a compris que quand les gens avaient plus de temps, ils allaient consommer, mais pas consommer n'importe quoi. Son objectif, il voulait que les employés consomment, achètent les voitures qu'ils fabriquaient. Et c'est ce qui est arrivé. Ces employés ont acheté leur voiture aussi. C'était incroyable. C'est une bonne façon de faire. C'est aussi comme ça que tu dois agir. Tu es dans une profession. Comment sortir ton épingle du jeu? Comment vendre tes produits aux personnes autour de toi? Les compagnies de marketing des réseaux l'ont compris. Hein, le MLM, pour ceux qui se connaissent, le multi-level marketing, qui poussent leurs représentants à acheter leurs produits. Ça me rappelle l'histoire d'une entreprise marketing des réseaux, un marketeur en particulier. Vous savez, lorsque tu es dans ce genre d'industrie, tu formes une équipe et tu dois former ton équipe. Hein, au niveau de la vente, au niveau de la prospection, etc., de la présentation. Et il y en avait un, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait conçu des CD de formation, des CD de vente. Les CD étaient tellement bien faits que les autres équipes lui ont demandé, est-ce que tu peux nous vendre tes fameux CD de formation? Et à la longue, ils ont constaté que ce marketeur faisait plus d'argent
en vendant ses CD de formation qu'en vendant les produits de la compagnie. Il faisait plus d'argent avec les gens de sa profession. Bon, c'est le même aussi pour un coiffeur qui décide de vendre des produits et services aux autres coiffeurs, ou un coach qui décide de vendre ses services à un autre coach. C'est toi qui vois. La profession que tu vises peut être un secteur d'activité qui te permettra d'avoir une valeur ajoutée sur la compétition. Alors, prends avantage de cela. Stratégie numéro 13. Cela fait des mois, tu vois que la compétition piétine sur ton territoire. Tu ne sais plus quoi faire. La stratégie que je te recommande, c'est la transformation. Transforme tes produits et services. Transforme la nature. Aujourd'hui, il y a toute une tendance de bio, de naturel, de sans sucre. On le voit. Je faisais affaire avec une compagnie d'entretien, de produits d'entretien qui s'appelait Melaleuca. Ils font absolument tout. Hein. Des produits à lessive naturelle, des produits nettoyants naturels, des produits de javel naturel. C'est incroyable. Tu peux mettre ces produits sur toi et ça te fait absolument rien tellement que c'est à base naturelle. C'est aussi la tendance du sans sucre, hein. Des bonbons sans sucre, des gâteaux sans sucre, de l'alcool sans sucre. Il y a un marché pour ça. Comment peux-tu toi aussi sortir ton épingle du jeu en prenant un produit, ton produit existant, et en changeant sa fonctionnalité primaire? Prenons l'exemple des téléphones. Un téléphone, c'est fait pour quoi? C'est fait pour appeler, pour téléphoner. Imagine-toi qu'il y a des personnes qui ont un téléphone et qui n'ont même pas de ligne téléphonique là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, ils ont carrément changé de fonction. Certaines personnes utilisent leur téléphone pour prendre des photos uniquement. D'autres, c'est pour faire des vidéos. Les téléphones sont rendus des GPS. Les téléphones sont rendus des ordinateurs. Certains n'ont même pas d'ordinateur, mais ils ont un téléphone, tout est là-dessus. C'est de même pour les montres. La fonction première d'une montre, c'est pour donner l'heure. Il y en a qui ont des montres. Il y a des gens qui ont des montres qui ne regardent jamais l'heure sur leur montre. Pourquoi? Parce que leur montre est faite pour regarder leur texto, pour suivre leur rythme cardiaque. C'est le même phénomène avec les voitures. Pendant des années, les voitures étaient à base de carburant, à base d'essence. C'est eux qui dominaient le marché. Et il y en a un qui s'est dit, comment est-ce que je peux développer ma propre niche? Comment est-ce que je peux développer mon avantage concurrentiel? C'est là que Elon Musk est arrivé avec les fameuses Tesla, les voitures électriques, et c'est lui qui domine. Aujourd'hui, tout le monde parle de Tesla. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu as un produit, tu as un service, tu as un concept. Comment peux-tu transformer cela afin d'avoir ton avantage concurrentiel? Stratégie numéro 14. Si tu te retrouves dans un milieu où la compétition est extrêmement féroce, ma recommandation, change de modèle d'affaires. Ça a été la stratégie des entreprises de MLM, du multi-level marketing, des entreprises de marketing de réseau. La majorité des grandes sociétés font des publicités à la télévision, à la radio, sur le bord de l'autoroute. Eux, ils ont changé de modèle d'affaires avec la manière qu'ils font leur publicité, avec la manière qu'ils se font connaître. Ils font du marketing direct. Ils engagent des représentants qui vendent les produits, les services à leur entourage, et ces gens sont payés une commission lorsqu'ils recrutent d'autres personnes. Ça fonctionne. Certains même ont développé leur propre modèle à l'intérieur de cette industrie. Ça me rappelle Herbalife, la première fois qu'on m'avait présenté ce concept. Une dame me dit, passe à mon bureau, je vais te présenter mes produits. Donc, je passe là-bas, elle me fait une belle présentation, elle me montre ses produits. Et avec le temps, Herbalife ont changé leur approche. Au lieu de simplement dire aux gens, venez, je vais t'emmener quelque part, ils disent aux personnes de leur entourage, tu sais à quel point la santé est importante, c'est pourquoi tu dois t'entraîner régulièrement. Alors, ils invitent leur entourage à un entraînement de groupe. Et c'est magnifique, les gens s'entraînent, ils suent, ça les fait du bien. Et ensuite, à la fin, ils leur disent, c'est bien l'entraînement, c'est bien prendre soin de soi. Mais tu sais que le plus important, c'est l'alimentation. C'est pourquoi tu dois avoir les bons compléments alimentaires. Et c'est comme ça qu'ils présentent leurs produits. C'est magnifique comme concept. C'est de même que tu dois faire aussi. Tu as un produit, tu as un service. Comment peux-tu changer de modèle d'affaires afin d'attirer ta clientèle différemment, afin de gruger une plus grosse part de marché? Si tu avais l'habitude de vendre tes produits par téléphone, bon, tu peux faire une tournée sur la route. Hein. Tu peux avoir des vendeurs sur la route. Tu peux faire des essais gratuits. Tu peux envoyer des échantillons gratuitement à ta clientèle. Tu peux faire des démonstrations publiques. Il y a différentes manières. Simplement, en business, c'est important de tester, d'essayer de nouvelles choses parce que la stratégie que tu utilisais auparavant et qui avait fonctionné ne sera plus la même qui te permettra de réussir plus tard. Alors, change de modèle d'affaires. Cela pourrait te permettre de développer ta valeur ajoutée. Stratégie numéro 15. Si tu veux sortir ton épingle du jeu, les partenariats stratégiques peuvent t'aider. À Montréal, il y a des organismes qui aiment s'associer
être en partenariat avec le gouvernement. Et ça fonctionne. Tels que ceux qui sont en partenariat avec le gouvernement afin d'aider les entrepreneurs à démarrer leur entreprise. Ce sont des employés, hein. Ils sont pas entrepreneurs, eux, les formateurs. Mais ils sont payés. Ils sont payés à toutes les semaines, ils sont très bien payés. L'étudiant, il réussit le cours ou pas, ils s'en foutent carrément parce qu'ils sont payés. L'étudiant, on n'a même pas besoin de payer pour le cours parce que le cours est gratuit. La personne monte son entreprise, elle échoue, elle fait faillite, ils s'en fichent. Ils sont payés quand même. Personnellement, je trouve que ce genre de partenariat, c'est du n'importe quoi parce que c'est carrément de berner les clients, c'est de berner les étudiants. Mais bon, c'est un bon modèle d'affaires pour ces organismes qui n'ont rien à perdre puisqu'ils sont payés, hein, et c'est gratuit même pour le client. Donc, il y a aussi d'autres partenariats que toi, tu veux faire qui sont beaucoup plus lucratifs, qui sont gagnants-gagnants des deux côtés. Je pense aux influenceurs. Le fameux phénomène des influenceurs, il y a beaucoup de sociétés qui optent pour ça d'ailleurs de nos jours. Pour ça, il faut que tu trouves un influenceur qui a quand même une base de données intéressante et qui représente ta clientèle cible. Et pour qu'un partenariat avec un influenceur puisse fonctionner, tu dois viser sur le moyen long terme. C'est pas un post qui fera une différence, mais c'est lorsque c'est étalé sur plusieurs mois, même sur plusieurs années, c'est là que tu verras à quel point que ça peut être bénéfique pour toi. Il arrive parfois que ça peut être instantané, tel que le partenariat qui avait été fait avec 50 Cent et l'entreprise de Vitamine Water. 50 Cent, c'est pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, mais il aime l'eau. Le jour qu'il a découvert cette boisson à base d'eau, il s'est dit, mais pourquoi ne pas me mettre en partenariat avec eux? Pourquoi ne pas être leur ambassadeur? C'est là qu'ils ont développé le Formula 50, une boisson qui portait un peu son nom, Formule 50. Ça a tellement bien fonctionné que ça a attiré l'attention de Coca-Cola, qui a acheté l'entreprise Vitamine Water à 4,1 milliards de dollars. 50 Cent s'est fait sur le passage une commission de 100 millions de dollars. T'imagines, toi, en tant qu'entreprise, tu fais un partenariat avec un influenceur qui touche une commission de 100 millions et toi, tu fais 4 milliards. C'est un très bon partenariat. Et c'est ce genre de partenariat que tu vas avoir. Car c'est ce qui te permettra d'avoir une avance sur les autres. De manière naturelle, lorsqu'une personne lance son entreprise, il fait un marketing agressif que j'appelle. Il crie sur tous les toits, « Venez me voir, mon entreprise est lancée, venez acheter mes produits et services. » On n'aime pas ça. D'ailleurs, les statistiques le disent, hein. 80% des personnes zappent les publicités à la télévision, à part quand c'est pour le Super Bowl. Parce que le but du Super Bowl, c'est de regarder les pubs. Ce que tu veux faire, toi, c'est d'ailleurs la stratégie numéro 16, c'est de faire un marketing subtil, un marketing indirect. C'est ce qui te permettra de te différencier du lot de tous ces entrepreneurs qui crient partout. On le voit dans les films lorsqu'ils font des insertions de produits. Hein, tu regardes un film, il y a une BMW qui passe, une marque de vêtements, une boisson en question. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Je vais toujours me rappeler de l'expérience qui a été faite par une entreprise de vêtements. Ils se sont dit, on va faire un marketing subtil en engageant 2 mannequins. Donc, ils ont engagé 2 mannequins on leur a demandé de se promener aux centres-villes. Et une fois qu'ils arrivaient au carrefour, hein, lorsqu'il y avait le feu rouge, on leur demandait de parler un peu des morceaux de vêtements qu'elles avaient sur eux. Donc, une fois que les 2 mannequins, bien habillés, de très belles femmes, étaient maintenant, ça s'arrêtait au coin de la rue. Là, il y en a une qui posait la question, « Ouais, ton sac, je l'aime bien, tu l'as acheté où? » Là, l'autre répondait, « Oh, je l'ai acheté à tel magasin. D'ailleurs, il y a une promotion, je crois qu'elle va terminer aujourd'hui. » Donc, à chaque fois qu'elle s'arrêtait sur un coin de rue, l'autre parlait de ses bottes, de son chapeau, etc. Et ce magasin en question ont réalisé qu'ils ont généré plus de ventes. Il y a eu une plus grande achalandage avec cette façon de faire. Un marketing indirect, subtil. Parce que si ces 2 filles s'étaient mis à dire à tout le monde, venez, rentrez dans ce magasin, le monde ne serait pas venu. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai ouvert mon restaurant. Je n'ai pas crié sur tous les toits, s'il vous plaît, venez me voir, j'ai ouvert ma place. Non. J'ai appliqué la stratégie du marketing subtil. J'ai repoussé la clientèle. Je leur ai dit, si vous voulez venir ici, vous devez trouver un code secret. Une fois que vous avez ce code secret qui est uniquement partagé par bouche à oreille, vous devez le rentrer sur le site Internet afin de faire une réservation. Le seul hic, le seul problème, c'est que personne n'avait ce code. Seulement une poignée de personnes. Donc, les gens se battaient, ils envoyaient des messages sur les réseaux sociaux. C'est qui a le code pour aller dans cette place? Ça a piqué l'intérêt. Et ça a attiré les gens vers nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes rendus une référence. Applique la stratégie du marketing subtil. Tu verras à quel point cela te permettra d'avoir une différenciation, un avantage concurrentiel. Stratégie numéro 17.
la réputation. Tu arrives sur un site en ligne, tu vas acheter un produit. Ce que tu regardes, ce sont les avis, les commentaires. Exemple, il y a deux produits, il y a deux compagnies qui vendent le même produit. Il y en a un qui a 7800 avis avec une note de 4,8, tandis qu'il y en a une autre compagnie qui a 5 avis. C'est certain, naturellement, tu vas aller vers l'entreprise qui a le plus d'avis, plus de commentaires positifs. C'est ce que tu veux, toi aussi, en tant qu'entrepreneur. Lorsque tu lances ton entreprise, tu vas avoir de l'avance sur les autres. Tu veux avoir plus d'avis, de meilleures notes que les autres. Si ce n'est pas le cas, ce que tu peux faire, c'est de faire un échange avec certains clients. Tu leur dis, regardez, je peux vous offrir un deal sur mes produits et services. En échange, j'aimerais avoir un avis. C'est ce qui est arrivé récemment lorsque je suis allé à Abidjan. Donc, il y avait deux entrepreneurs qui ont développé un nouveau penthouse et le mettre en location pour les touristes. Et ils m'ont dit, Maxime, tu es le premier. Pour ce faire, voici, on va t'offrir un prix. On va réduire notre prix à moitié sur la nuitée. Un très beau penthouse. C'était tellement grand. Je crois que 20 personnes pouvaient rentrer à l'intérieur. Je leur ai dit d'ailleurs que j'avais pas besoin. C'était beaucoup trop grand pour moi. Ils m'ont dit, regardez, on va simplement te donner le meilleur prix que tu veux. Ce qu'on veut, c'est un avis. Ce qu'on veut, ce sont des commentaires. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que plusieurs agences de voyage font. Lorsqu'il y a un nouveau site touristique qui vient d'ouvrir dans un pays X, ils vont envoyer des personnes là-bas, leur faire vivre une expérience en retour d'avis, en retour de témoignages, en retour de commentaires. C'est ce que tu veux avoir. N'hésite pas à donner pour recevoir cela. Parce qu'aujourd'hui, ça compte énormément ta réputation en ligne. Tu veux avoir des bons commentaires. Tu veux avoir des 5 étoiles. Tu verras à quel point cela te permettra d'avoir une avance sur les autres. Stratégie numéro 18. Quand il y a deux entreprises en ligne qui vendent le même produit, surtout de nos jours, les réseaux sociaux sont extrêmement importants. Ce qui fera la différence, c'est ton image de marque personnelle. Tu peux avoir un excellent produit, mais si tu as de la difficulté à te mettre de l'avant, tu fais faillite. Le contraire s'applique. Tu peux avoir un produit extrêmement médiocre, mais si tu peux attirer des gens, tu peux faire fortune. On sait à quel point de nos jours, l'image de marque de l'entrepreneur derrière l'entreprise est important. Tu dois être capable de te valoriser, de te mettre de l'avant de la bonne manière. Un mot, professionnel. Quand je parle de professionnel, ne fais pas les affaires de manière amateur. On sait qu'il faut une belle photo. Il te faut de belles images. Pourquoi tu vas sur des sites de photos libres de droit? Pourquoi tu fais simplement prendre des photos avec ta caméra sur ton téléphone? Engage un professionnel, engage un photographe, engage un vidéaste qui te fera des vidéos professionnelles. Je sais que tout le monde fait leurs vidéos avec leur téléphone. Ça, c'est tout le monde. Mais quand tu veux te démarquer, tu dois investir, tu dois faire quelque chose de plus. Une fois que tu comprends cela, quand tu es en ligne, quand tu es sur le web, reste toi-même, reste authentique. Tu es une personne comique, drôle. Pourquoi tu fais le sérieux? Non, sois toi-même. Si tu entends les autres, la compétition, les informations qu'ils donnent sont très à la surface. Toi, tu vas en profondeur. Si tu vois certaines personnes essayer d'être politiquement correctes, bien parler avec une virgule, avec un point, toi, ce que tu fais, tu parles sans filtre. Sois toi-même. Développe ton image de marque et tu verras. C'est ce qui te permettra d'avoir cette avance sur les autres. Stratégie numéro 19. La rapidité. En effet, la rapidité peut être un atout incroyable, peut te permettre d'avoir une valeur ajoutée, un avantage concurrentiel, un plus-value quand tu es capable de l'appliquer au sein de ton entreprise. Imagine-toi, deux restaurants, un à côté de l'autre, qui ont à peu près le même menu, mais il y en a un qui est capable de sortir les plats plus rapidement. Qui prend de l'avance? C'est le concept des fast-food. C'est comme ça que McDo s'est fait connaître. Bon, McDo aujourd'hui, je sais même plus si c'est aussi rapide. C'est tellement long quand tu vas là-bas. Bref. Comment peux-tu, toi, appliquer la rapidité dans ton entreprise? Tu dois tenir compte du concept du triangle d'or qu'on appelle en gestion de projet. Je m'explique. Quand tu veux délivrer un produit rapide et pas cher, il sera de mauvaise qualité. Quand tu veux délivrer un produit rapide de qualité, le prix sera élevé. Quand tu veux délivrer un produit de qualité, mais pas cher, les délais seront longs. C'est ces aspects-là que tu dois tenir compte
lorsque tu veux appliquer la stratégie de rapidité au sein de ton entreprise. C'est exactement ce que FedEx a fait. Il y a tellement d'entreprises de transport qui existent sur la planète. Par contre, FedEx a un plus que les autres. Ce qu'ils promettent aux clients, c'est une livraison extrêmement rapide. Si tu as besoin d'envoyer un colis demain en Chine, il sera là. La rapidité est présente, la qualité est présente et le prix est aussi présent. Analyse un peu ce que les autres font autour de toi. Et c'est ce qui va te permettre de savoir de quelle manière tu dois te positionner lorsque tu te bases sur le triangle d'or. Et c'est comme ça que tu vas bâtir ta valeur ajoutée. Stratégie numéro 20. Lorsque tu veux te différencier, tes clients doivent voir que tes produits et services apportent plus de valeur que ceux de la compétition. Concrètement, lorsqu'ils viennent te voir, il faut qu'ils se disent « J'aurais pensé payer plus ». Ils ont payé 500 €, mais dans leur tête, ils auraient pensé payer 1000 €. Comment est-ce que tu peux faire cela? C'est simple. Tu dois mettre l'emphase sur les bénéfices, sur les avantages que ton produit peut apporter et non pas les caractéristiques qui représentent l'aspect technique de tes produits et services. C'est exactement ce que Steve Jobs a fait en 2001, lors du lancement du iPod. Il ne s'est pas présenté devant les gens en disant « Regardez ce nouveau bidule qui pèse 184 grammes, qui a une mémoire de 5 gigs, l'écran est de 160 par 128 pixels. » Non, ce qu'il a fait, il a dit une phrase très simple. Grâce à cette machine, vous pouvez aujourd'hui avoir plus de 1000 chansons dans votre poche. Les gens ont compris. Automatiquement, il a mis l'emphase sur les bénéfices de cette manière que les gens ont pu voir la valeur du produit et service. C'est exactement ce que tu veux faire. Si tu es un vendeur d'automobile, tu vas pas dire, regardez, cette voiture vous permettra d'aller du point A au point B sur une longue distance. Un bon vendeur automobile, il va parler du confort. Il va parler de l'aspect esthétique de l'auto. Il va dire au prochain acheteur, au futur acheteur, tu sais que lorsque tu te promènes avec cette voiture, les têtes vont se tourner. C'est ça que les gens veulent savoir. Ils veulent pas entendre les aspects techniques. Et c'est de cette manière aussi que tu dois vendre tes produits et services. Mets l'emphase sur les bénéfices. Mets l'emphase sur ce que la clientèle peut avoir. C'est comme ça aussi lorsque les gens achètent un nouveau téléphone, ils vont pas te parler des aspects techniques, hein. Ils vont toujours te dire, oui, j'ai acheté un nouveau téléphone, il est tellement beau, je prends de belles photos. Les gens parlent naturellement en termes de bénéfices. C'est exactement ce que tu dois faire lorsque tu vends tes produits et services. Et c'est ce qui te permettra d'avoir une avance sur les autres. Stratégie numéro 21. Attaque un problème que personne ne veut régler et automatiquement, cela te donnera de l'avance. Cela me fait penser à l'industrie du taxi. Pendant des années, on avait un problème avec cette industrie. En tant que client, bien sûr. On ne savait jamais à quelle heure que le taxi allait arriver, combien ça allait nous coûter, hein, parce que parfois les chauffeurs, ils font des détours bizarres. Ou même s'il a une mauvaise attitude, on peut même pas le noter. Et à ce moment, il y a une entreprise qui a décidé de régler ce problème une fois pour tout. Quand Uber est arrivé, ça a fait peur aux taxis. Non seulement tu sais quand ils arrivent, tu sais combien ça va te coûter, et tu peux même noter le chauffeur. Je me rappelle ici à Montréal, les chauffeurs de taxi ont fait une manifestation, ils ont prié le gouvernement pour ne pas que Uber s'installe ici. Ça n'a rien changé. Parce que cette entreprise qui s'appelle Uber apportait plus de valeur à la clientèle. Ils ont réglé un problème efficacement. Ils ont pris de l'avance et plusieurs taximens ont dû changer de profession. C'est ça quand tu règles un problème efficacement. Pose-toi la question. Dans ton industrie, quel problème que tu peux régler, que personne ne veut toucher et qui te permettra d'avoir cette avance, de développer une niche où est-ce que tu seras la seule entreprise qui dominera? Stratégie numéro 22. Ça fait un certain moment que tu y penses, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait me permettre de me différencier parce que la compétition me fait mal? La stratégie que je te propose. Sois ouvert 24 heures sur 24. Ah oui, c'est beaucoup de boulot et très peu de personnes ont l'audace de le faire. Il te faudra peut-être une équipe pour avoir une certaine relève. Mais tu verras à quel point que la clientèle, tu vas attirer une clientèle que tu n'avais pas auparavant. Par contre, si tu adoptes cette stratégie d'être ouvert 24 heures, tu dois respecter ton engagement. Je me rappelle ici pour mon restaurant lounge, à certaines soirées, il y a les toilettes qui étaient bouchées, on avait un problème de plomberie, il y a des clients qui mettaient du n'importe quoi, bref.
Il y a des plombiers 24 heures qui mettaient leur publicité en ligne. Quand j'ai contacté, il y en a un qui me disait, bon, je suis en train de dormir, je peux pas me déplacer, je suis fatigué. C'était n'importe quoi. C'était de la fausse publicité. Si toi, tu veux opter pour un service 24 heures, tu dois respecter ton engagement. Je me rappelle, une nuit, je me promenais. Bon, je rentrais à la maison et j'ai vu cette boutique était ouverte comme à 7 heures. Il était presque 1 heure du matin. Je me dis, mais comment une boutique peut être ouverte jusqu'à 1 heure du matin? Je suis allé les voir, je leur ai dit, vous fermez à quelle heure? Ils m'ont dit à 3 heures. Bon, c'est pas 24 heures, mais quand même, une boutique de vêtements qui ferme à 3 heures du matin, il faut y penser quand même. Et j'ai réalisé qu'ils étaient ouverts jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il y avait beaucoup de boîtes de nuit qui étaient autour. Ils étaient aptes à servir la clientèle qui voulait changer de vêtements, qui s'était salie, qui voulait acheter une paire de pantalons avant de sortir. C'était une bonne façon de faire, c'était une bonne stratégie. Il y en a d'autres, c'est des salles de sport. Ici à Montréal, il y a beaucoup de gyms qui sont ouverts 24 heures. Tu peux t'entraîner à n'importe quelle heure. Ça leur apporte de l'avantage comparativement à ceux qui ferment à une certaine heure. Alors, lorsque tu optes pour ça, tu peux même décider d'offrir un service additionnel à une clientèle que tu as. Exemple, tu fais du coaching. Tu es coach de vie. Et tu dis à certains clients, vous avez l'option, si vous payez un frais additionnel, d'avoir un accompagnement 24 heures. Si vous avez une certaine, si vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. J'aime bien personnellement, moi, dealer avec des entrepreneurs qui sont toujours réveillés. Il y en a un qui s'appelle Kiki. Kiki, c'est mon ingénieur de son. Lui, je peux l'appeler à 3, 4, 5, 6 heures du matin. Il est toujours réveillé. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Kiki, est-ce que ça t'arrive de dormir, toi? Il me repose la même question. Est-ce que toi, ça t'arrive de dormir? C'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on travaille ensemble. Donc, tu veux travailler avec des personnes qui comprennent ce concept de 24 heures. Et toi-même, en tant qu'entreprise, tu peux être ouvert plus tard. Cela pourrait te donner un avantage concurrentiel. Stratégie numéro 23, la revente. Si tu es capable d'avoir la licence de revendre un produit qui est populaire, cela pourrait te permettre de sortir ton épingle du jeu. Et quand je parle de revente, je parle pas de copier ou de faire des imitations de produits sans le consentement de l'entreprise en question. On s'entend que, bon, c'est une réalité que les imitations, c'est une industrie qui vaut des milliards de dollars. Les Chinois sont maîtres là-dedans. Les Chinois copient absolument tout. Même s'ils n'ont pas le droit, ils vont copier des bijoux, des marques de vêtements, ils vont copier des ordinateurs, ils peuvent même copier ton ADN s'ils pouvaient. C'est pour te dire à quel point que, bon, c'est pas légal. C'est pas légal. Ça, il faut vous mettre ça en tête. C'est pas comme ce jeune homme que j'ai attrapé dernièrement qui faisait la revente de mon livre. Donc, il imprimait mon livre, il faisait la promotion, il faisait la revente. Donc, quand je l'ai attrapé, je lui ai dit, regarde, toutes les recettes que tu as faites, toutes les ventes que tu as faites, je veux les avoir dans mes poches et il faut que tu cesses la production. Donc, ne joue pas avec les imitations. Ne joue pas à vendre des produits dont tu n'as pas eu la permission parce que ça peut te coûter extrêmement cher. Je dirais plutôt de faire un partenariat avec certaines sociétés qui ont une réputation, qui sont établies. Et si c'est toi qui as les droits exclusifs, ça pourrait te permettre de développer une part de marché que les autres n'ont pas. Tout récemment, j'ai aidé une entrepreneur, je l'ai coachée durant son processus à mettre sur le marché un produit qui est très populaire, dont elle a eu le droit, qui est, je fais partie des premiers qui a pu avoir le premier exemplaire, parmi les premiers exemplaires de Monopoly Haïti. Elle n'a pas commencé avec un jeu qui n'existait pas. Elle s'est basée sur la popularité, sur la réputation de Monopoly. Elle a eu la licence et là, maintenant, elle peut le revendre et ça lui donne un avantage concurrentiel. C'est exactement ce que tu veux. Pourquoi ne pas faire la revente toi aussi d'un produit existant, le rattacher au produit, au service que tu as déjà et tu verras à quel point que tu pourrais avoir un avantage concurrentiel et surtout une valeur ajoutée qui sera très forte. Stratégie numéro 24, l'expérientiel. Faire vivre de belles expériences. En effet, quand tu es capable de faire vivre de belles expériences uniques à ta clientèle, tu prends l'avantage. Pour moi, expérience est souvent égale à restaurant. Quand je vais dans un restaurant, tu dois me faire vivre une belle expérience. Cela me fait penser au restaurant coréen. Lorsque tu arrives sur la table, il y a un barbecue. Ils t'amènent la nourriture et c'est toi qui grilles ta nourriture, hein, la viande, les légumes, etc. En même temps, tu discutes avec tes amis. C'est vraiment bien. On vit une belle expérience quand on fait ça.
Un jour, je suis allé dans un restaurant qui s'appelle le Festin du Capitaine. On te donne des gants, un tablier, un plateau de fruits de mer et vous mangez comme des sauvages. C'est incroyable. Ce restaurant à Montréal au nom de Au Noir. Tu arrives là-bas et c'est l'obscurité totale. Tu manges dans le noir. C'est une pure découverte. C'est ça que tu vas apporter à ta clientèle. Des expériences uniques. Au niveau du service à la clientèle, tu veux aussi apporter à ta clientèle de quoi? Une expérience qu'ils ne vont pas retrouver ailleurs. L'exemple qui vient en tête, c'est Amazon. Le nombre de fois que j'ai pas été satisfait d'un produit que j'ai commandé sur Amazon, non seulement ils me remboursent, et ils me proposent de venir le récupérer à ma porte. C'est incroyable. Récemment, j'ai commandé un classeur à $700 auprès d'une compagnie qui s'appelle Uline. Le classeur, en arrivant, j'ai vu qu'il était abîmé. Je contacte l'entreprise, le classeur est abîmé. Ils me disent, pas de souci. On va te renvoyer un autre classeur demain. Et 24 heures après, j'ai reçu le classeur. Ils ont respecté leur engagement. Mais ce qui était le plus incroyable, c'est que je leur dis, regardez, qu'est-ce que je fais du classeur qui est abîmé? Ils m'ont dit, Monsieur Victor, gardez le classeur. C'est incroyable! Quand tu vis de belles expériences comme ça, tu restes fidèle à vie. Et le contraire, de mauvaises expériences, mal gérées, peuvent te faire fuir. Cet entrepreneur avec qui je dealais pendant près de 2 ans, ça allait très bien. Puis une fois, j'ai eu une mauvaise expérience, je lui ai expliqué cela. Il a mal géré cette situation et je suis parti. J'étais quand même un très bon client. Quelques temps plus tard, son bureau fermait. Toi aussi. Alors, il va arriver des situations avec certains clients. Bon, c'est des mauvaises expériences que le client a vécues, des situations délicates. Gère bien cela. Le travail de l'entrepreneur, c'est de dealer avec les problèmes. Et surtout, d'apporter des expériences uniques à ta clientèle. Pose-toi la question. Comment peux-tu faire vivre des expériences uniques à tes clients? Stratégie numéro 25, la proximité. C'est la stratégie des dépanneurs qu'on appelle ici, ou en Europe, en Afrique, on appelle ça des supérettes ou des petits commerces. Eux, leur stratégie, c'est la proximité. Viser les produits essentiels dans des quartiers spécifiques, contrairement aux supermarchés où est-ce qu'ils visent les grandes surfaces, la quantité, etc. Ces petits commerces sont même capables de gruger des parts de marché à ces grandes entreprises simplement en étant ouverts 24 heures. J'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a une entreprise à Montréal au nom de Couche-Tard qui a été fondée par Alain Bouchard. Il a commencé avec un petit supérette, un petit commerce, un petit dépanneur. Il en a acheté un deuxième, il en a ouvert un troisième, il est allé vers l'acquisition. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est l'une des plus grandes chaînes de commerce à proximité de la planète, avec plus de 16 000. Certaines sociétés sont même allées à l'extrême avec cette stratégie en emmenant leurs produits chez toi, dans ton salon. Et ça me fait penser à l'entreprise au nom de Peloton. Au lieu que les gens sortent de la maison, qu'ils aillent s'entraîner, parfois il pleut à l'extérieur, il fait froid, il neige, il leur a dit restez à la maison, on va vous livrer un vélo d'exercice. Et sur ce vélo, ils ont un bel écran. Lorsqu'ils se connectent, ils peuvent avoir un cours en direct avec un instructeur, avec d'autres personnes. Cette entreprise a tellement révolutionné le sport à domicile qu'elle génère des milliards de dollars avec ce concept. Le vélo coûte quand même $2000, sans oublier qu'il faut que tu payes ton abonnement de $55 par mois. En bref, ils ont compris ce concept de proximité. Toi aussi, si tu sens que tu es loin de ta clientèle, qui sans arrêt, il faut qu'ils se déplacent, qu'ils se plaignent tout le temps, soit tu ouvres une autre succursale, soit tu deviens plus petit, tu deviens plus flexible, mais c'est une stratégie. Quand tu l'appliques efficacement, cela t'apportera l'avantage. C'était donc les 25 stratégies qui te permettront de te démarquer des autres. En tant que coach, en tant qu'entrepreneur, j'applique aussi ces stratégies. Je n'ai pas le choix. Surtout de nos jours avec toutes ces faux coachs qu'on voit. Et comment je fais pour me démarquer? C'est simple. Je vous montre mes entreprises concrètement, que je suis sur le terrain, que je suis un vrai entrepreneur. Je vous partage mes 20 années d'expérience sur le terrain à temps plein comme entrepreneur. En parlant de partage, je suis content parce qu'on peut finalement redémarrer les tournées, les conférences
après 2 ans de fermeture due à la pandémie. Donc là, ma conférence Entrepreneurs en action redémarre en force. Je pourrais finalement vous rencontrer, vous partager l'entrepreneuriat sans filtre, des stratégies qui vont vous propulser et surtout qui vous aideront à faire du cash réellement. Prochain pays que je fais, Bénin, Togo, Paris. Il y a le lien sous la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous rencontrer. Donc, il y a d'autres pays aussi qui arrivent. Je sais que je reçois plusieurs messages de venir à telle place. Ça arrive, ça s'en vient. Donc, parlons d'action. Tu sais que c'est bien d'écouter, de prendre des notes, hein, de s'asseoir. Mais le plus important, tu le sais, c'est la plus grande qualité des entrepreneurs à succès. C'est leur rapidité d'exécution. Mets en action ce que tu viens d'avoir comme information dans cette vidéo et tu verras à quel point que cela va te propulser et surtout, c'est ce qui te donnera l'avantage sur ta compétition. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.